Emmanuel Macron en visite au Vatican pour être fait chanoine du Latran comme plusieurs de ses prédécesseurs. L'occasion pour le président de la République d'évoquer les dossiers d'actualité avec l'évêque de Rome. Le président de la République poursuivi par la justice. Après une plainte de plusieurs élus de droite, Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir bénéficié de favoritisme et de détournement de biens publics pendant la campagne présidentielle grâce à Gérard Collomb. Dernier tour de piste pour Autolib, alors que les membres du syndicat Autolib Vélib Métropole ont résilié lundi le contrat les liant au groupe de Vincent Bolloré, le service de voitures électriques prendra définitivement fin le 31 juillet. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une visite très commentée, lourde de symboles plus ou moins réjouissants, mais qui ne laisse pas grand monde indifférent. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu au Vatican pour être fait chanoine du Latran par l'évêque de Rome. L'occasion d'évoquer les dossiers d'actualité avec François, le premier du nom, Olivier Frère-Jacques. Beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Le déplacement du président Macron au Vatican pour rencontrer le souverain pontife fait partie de ces visites qui agitent tout le monde sans trop de raison. En effet, comme plusieurs de ses prédécesseurs, les présidents issus du PS et Georges Pompidou mis à part, Emmanuel Macron va être fait premier et unique chanoine honoraire du chapitre de la basilique Saint-Jean de Latran, une tradition remontant à Henri IV. Ce qu'il reste d'anticlérical en France est donc en branle, et pourtant ce titre n'engage en rien celui à qui il revient. Pour preuve, il avait été remis à Jacques Chirac. Dans l'entourage du président, on tente tout de même de ménager les esprits chagrins en insistant sur le caractère symbolique de la démarche. Cette affaire de chanoine évacuée, il est surtout question pour beaucoup de médias du rapport entre Emmanuel Macron et la religion. Baptisé à sa propre demande à 12 ans, le président serait quelqu'un de sensible au spirituel, ni croyant, ni athée, ni pratiquant. Un proche du président, l'ancien RPR et UMP, de tous les bons réseaux, Jean-Paul Delevoye, déclare même que le président est, je cite, agnostique mais revendique sa formation de jésuite. Ainsi peut-être que le courant passera bien avec l'évêque de Rome, issu lui-même du moule jésuite. Les deux chefs d'État doivent en effet se rencontrer une trentaine de minutes. Un court entretien durant lequel il devrait pas mal être question des clandestins refusés par l'Italie et qu'Emmanuel Macron pourrait finalement faire venir en France. Le soutien hautement symbolique du locataire de la résidence Sainte-Marthe au locataire de l'Élysée serait un joli coup de com' pour le président En Marche. Un pied de nez aussi pour de nombreux catholiques de France qui ne se reconnaissent pas vraiment dans le discours présidentiel et qui aimeraient faire entendre raison à Macron sur la question de la PMA, un sujet dont il devrait également être question. Enfin, Emmanuel Macron souhaiterait s'appuyer sur le Vatican pour préserver la sacro-sainte construction européenne, entendre la construction de l'Europe bruxelloise qui va de mal en pis. Et pourtant, les amateurs d'Europe auraient de quoi faire puisque rarement autant d'États se sont mis d'accord autour d'un sujet comme l'immigration. Pays du Visegrad, Slovénie, Italie, Autriche. Mais les deux interlocuteurs du jour ne devraient pas en faire état. Cette visite a donc pour principal enjeu un effet de communication et ça tombe bien, c'est encore ce qu'Emmanuel Macron sait faire de mieux. Après avoir conquis sans grande difficulté la conférence des évêques de France en avril, le président tentera de séduire l'évêque de Rome. En gendre idéal, le président ne devrait pas avoir trop de difficultés à y parvenir. Toujours habile à séduire les institutions, le président Macron pourrait cependant avoir plus de mal à se maintenir à flot face aux électeurs français, mais aussi et surtout face à une Europe dans laquelle il paraît de plus en plus isolé. L'évêque de Rome, lui, n'y changera rien. La justice est-elle en train de rattraper Emmanuel Macron? Plus d'un an après la campagne présidentielle, une nouvelle affaire vient secouer ses comptes de campagne. Après les affaires de favoritisme à Las Vegas, c'est dans la métropole lyonnaise que des irrégularités auraient eu lieu avec la bénédiction de Gérard Collomb. Une enquête préliminaire a été ouverte. Élise Blaise. Détournement de fonds publics, financement irrégulier de campagne, abus de biens sociaux et recel. Voilà les accusations portées par la plainte contre X déposée par deux républicains, Philippe Cochet, le maire de Caluire, et Stéphane Guyant, conseiller municipal de Lyon. Pour eux, l'édile de la ville pendant la campagne et désormais premier flic de France, Gérard Collomb, a fait bénéficier son poulain Emmanuel Macron des largesses de la ville. Si la majorité dénonce de basses manœuvres pilotées par le patron des Républicains Laurent Wauquiez, d'autres s'indignent des manigances de l'ancien banquier qui vantait pourtant l'émergence d'un nouveau monde avec sa candidature. Il faut dire que la dernière campagne a été largement émaillée des rebondissements de l'affaire Fillon qui a peut-être coûté l'élection. Une affaire qui d'ailleurs ne fait plus parler d'elle depuis que le sort de l'ancien Premier ministre est scellé dans l'oubli, loin de la politique.
Dans les faits, la plainte reproche à Emmanuel Macron d'avoir bénéficié gracieusement de moyens humains, logistiques et financiers dépendants de la métropole lyonnaise contrôlée par Gérard Collomb. Une réunion en grande pompe le 2 juin 2016 serait tout particulièrement visée. En effet, quelques 2 mois après le lancement du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, encore ministre de l'économie, s'était rendu dans la capitale des Gaules. Certains estiment qu'il s'agissait déjà de sa campagne personnelle dans sa course à l'Elysée, un mélange des genres semblable à celui de la réunion de Las Vegas qui a valu à Muriel Pénicaud, responsable de l'organisation de l'événement, d'être entendu par les juges en mai dernier, alors même qu'il s'était déroulé en janvier, soit 5 mois avant la réunion lyonnaise incriminée. Il faut dire que Gérard Collomb était à compter parmi les soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron. On peut alors imaginer que l'ancien maire de Lyon ait mis tous ses moyens à disposition du jeune Macron pour gravir le pouvoir, y compris si les moyens sont ceux du contribuable. Quoi qu'il en soit, malgré l'ouverture d'une enquête préliminaire, tout porte à croire que cette nouvelle affaire rejoindra celle de Las Vegas sur une liste d'aléas dans les lenteurs judiciairo-politiques. Autolib, c'est presque fini. 4 jours après le vote signalant la fin du dispositif de voitures électriques en autopartage en région parisienne, le groupe Bolloré a finalement obtenu un délai avec une fin fixée au 31 juillet. Le but, reclasser les salariés et éviter un arrêt trop brutal pour les abonnés. Un sursis pour mieux disparaître, alors que les membres du syndicat Autolib Vélib Métropole ont voté la fin du service parisien de voitures électriques en libre service. Le groupe Bolloré tente de faire avaler la pilule en douceur à ses abonnés. Ainsi, lors d'une ultime rencontre, un délai a été obtenu pour éviter un arrêt trop brutal. Désormais fixé au 31 juillet, la fin d'Autolib se fera progressivement. En effet, le service devrait fonctionner normalement jusqu'au 1er juillet avant de diminuer petit à petit le nombre de stations et de véhicules disponibles. Malgré l'annonce d'arrêt définitif, ce léger sursis ravit les quelques bobos parisiens qui utilisent encore les petites voitures électriques. Ça devait s'arrêter ce matin normalement. J'ai reçu un pop-up là dans l'application hier qui disait que ça allait peut-être s'arrêter aujourd'hui. Et ce matin ça marchait encore quoi, donc on va jusqu'à la dernière voiture quoi. Jusqu'à la dernière minute quoi. Un sursis dont le but est de préparer les abonnés à la disparition du dispositif, mais également de reclasser les 254 salariés d'Autolib. D'ailleurs, un plan de sauvegarde de l'emploi devrait prochainement voir le jour. Si le responsable syndical exprime un certain optimisme concernant la probabilité pour les salariés d'être recasés en interne, il s'agit néanmoins d'un coup dur et ces derniers dénoncent une mauvaise gestion des deux bords, société et élus. En effet, au-delà de la disparition des voitures grises du champ visuel parisien, le service Autolib laisse derrière lui un véritable fiasco financier. Selon les évaluations, le déficit du service d'autopartage est estimé à près de 300 millions d'euros à l'horizon 2023, année correspondant initialement à la fin du contrat avec le groupe Bolloré. Si les collectivités ont souhaité limiter la casse, la majeure partie de cette somme, soit 233 millions d'euros, devrait rester à la charge des collectivités et donc des contribuables. Une bien mauvaise nouvelle pour le maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a déjà dans sa ligne de mire les élections municipales de 2020. En faisant payer la facture aux Parisiens, elle devrait certainement dire adieu à une hypothétique réélection. Ainsi, une bataille judiciaire devrait s'engager entre le syndicat mixte, où la ville de Paris est majoritaire, et le groupe Bolloré pour se renvoyer le déficit. Enfin, un dernier souci se pose pour l'idéologue très préoccupé par le sort des clandestins, puisqu'un bon nombre d'entre eux avaient élu domicile dans les petites voitures électriques. Les soldes d'été ont la cote. Selon une étude d'opinion, 6 Français sur 10 estiment cette période comme étant la meilleure pour faire des économies. À l'heure des ventes privées et autres Black Friday, les bonnes vieilles soldes semblent faire de la résistance en France en dépit d'une capacité d'achat en baisse. Olivier Frère-Jacques. C'est l'été, il fait chaud, il faut sortir le porte-monnaie. Et oui, mercredi 27, c'est le début des soldes d'été, une véritable institution commerciale en France, se déroulant du 27 juin au 7 août et un peu plus tard en Outre-mer. Les soldes d'été ont souvent les faveurs des consommateurs français, un phénomène qui peut paraître étonnant à certains égards. Tout d'abord, la santé financière des ménages n'est pas spécialement bonne aujourd'hui. La période ne s'y prête a priori pas, puisqu'avec les beaux jours, on pourrait imaginer que les Français préfèrent profiter du plein air plutôt que des boutiques climatisées, ou encore
encore qu'en 2018, les consommateurs privilégient les achats par Internet. Et pourtant, les soldes demeurent un rendez-vous consumériste important pour les Français, en dépit de la présence de réductions toute l'année sur les plateformes comme vente privée ou à la faveur de pratiques périodiques importées des États-Unis comme le Black Friday. Ainsi, 63% des Français estiment que les soldes d'été sont une période idéale pour faire des bonnes affaires. 41% des personnes interrogées confient repousser la date d'achat de leurs chaussures en fonction des soldes et 40% pour les vêtements et accessoires. Une attitude qui peut s'expliquer justement par le recul de la capacité d'achat des ménages qui préfèrent attendre le bon moment pour acheter ce dont ils ont plus ou moins besoin. L'étude pour Mariduc et YouGov nous apprend également que le budget moyen du consommateur pour les soldes d'été est de 288 €, avec 360 € en moyenne pour les hommes, soit une baisse de 18 €, et 238 pour les femmes, soit une baisse de 40 €. Une baisse de budget qui ne provoque cependant pas un désamour pour les magasins physiques chez les Français qui demeurent très attachés à la possibilité de palper ce qu'ils vont acheter et essayer leurs futurs souliers et vêtements. Les achats privilégiés sur Internet par les Français concernent plus les produits immatériels comme des voyages. Plus généralement et hors période de solde, les consommateurs revendiquent massivement avoir recours aux cartes de fidélité, aux comparateurs de prix et autres codes promo. Des indicateurs qui témoignent de ce que d'aucuns nomment une maturité consumériste. Vous l'aurez compris, les Français seront au rendez-vous des soldes d'été 2018, mais ils dépenseront moins et probablement un peu plus intelligent. Et on passe à présent à l'actualité en bref, et c'est toujours avec Olivier Frère-Jacques. Les clandestins renvoyés de Paris 8 ce mardi matin. Plusieurs dizaines de migrants ont été évacués de l'université parisienne après 5 mois d'occupation. Les forces de l'ordre ont été obligées d'utiliser du gaz lacrymogène pour procéder à l'expulsion, puisqu'une chaîne humaine composée de dizaines d'individus d'extrême gauche empêchait l'intervention. Les clandestins ont été conduits dans un gymnase au Raincy où leur situation sera examinée. Leur occupation aura laissé des traces. Plusieurs salles de cours ont été lourdement dégradées. Il n'est jamais bon d'entretenir une relation amoureuse en entreprise. Le PDG d'Intel, Brian Grzanic, en a fait l'amère expérience. Ce dernier a dû démissionner de son poste après avoir enfreint le règlement, et ce même si la relation était consentie. En effet, aux États-Unis, il est strictement interdit d'avoir une relation amoureuse entre employés. Le directeur financier du groupe Robert Swan a été nommé provisoirement à la tête du géant américain. On n'arrête plus le progrès. Jeudi dernier, l'université du Michigan aux États-Unis a dévoilé le plus petit ordinateur du monde. Plus petit qu'un grain de riz. Il mesure à peine 0,3 mm de largeur. C'est 3 fois moins que le précédent record détenu par IBM. Cet ordinateur microscopique devrait être utilisé pour mesurer la température à l'intérieur d'une tumeur. Les humains, maîtres du monde, mais également de la galaxie. Selon une étude menée par 3 chercheurs, il y a 52% de chances que nous soyons la seule espèce intelligente dans la galaxie. Quant à tout l'univers observable, la probabilité est de 38%. Toujours selon leurs calculs, les extraterrestres n'existeraient pas ou seraient très éloignés de nous. Et on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et cette semaine, Christopher Lann nous parle de Murat, le cavalier flamboyant. Comment le fils d'un simple aubergiste du Lot a-t-il pu finir maréchal d'Empire, grand-duc et même roi? Eh bien, c'est tout le parcours extraordinaire de Murat. Engagé en 1787 dans l'armée, il va gravir les échelons un à un avant de croiser la route d'un certain Bonaparte. Et là, son destin va totalement changer. En quelques années, il va devenir maréchal d'Empire, grand-duc de Berg et de Clèves, puis roi de Naples. Et bien sûr, il va marquer l'histoire militaire de l'Empire à la tête de sa cavalerie en se lançant dans des charges avec ce panache qu'on lui connaît. C'est parti pour l'histoire de Murat. Retrouvez également notre Zoom du jour avec Ludovine de la Rochère. La présidente de la Manif pour tous ne lâche rien. Elle publie le bilan des états généraux de la bioéthique. Le verdict de cette consultation populaire voulue par le gouvernement est sans appel. 80% des participants sont opposés à la PMA. C'est déclaré opposé à la PMA sans père l'UNAF. L'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, c'est 700 000 familles adhérentes. Et c'est environ 7000 associations familiales. De l'autre côté, vous aviez, s'exprimant en faveur de l'évolution de la PMA, vous aviez ici Mama Solo,
qui est un organisme qui n'est même pas une association constituée et qui a simplement une page Facebook sur Internet avec 242 adhérents. Et ce soir, dans Passé Présent, Philippe Conrad évoque le mystérieux voyage de la Pérouse. Il reçoit ensuite Nicolas Ross pour présenter son ouvrage « Ils ont tué le tsar ». Les bourreaux racontent à l'occasion des 100 ans de l'assassinat de Nicolas II et de sa famille. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Mon voisin Alain au village qui vend du matériel médical et orthopédique agréé par la Sécu en milieu rural, comme je l'ai dit, mon ami Alain n'a jamais vu ça. Il était tout remonté hier matin parce que pour vendre un fauteuil électrique, il ne faut plus seulement, ce qui était normal, la prescription d'un médecin. Non, maintenant il en faut deux. Deux médecins, deux prescriptions. Le médecin traitant, lui, a tout juste le droit de dire « ce patient nécessite une aide à la mobilité ». Oui, c'est comme ça qu'on parle désormais. Mais il n'a plus le droit de décréter que le patient, tel qu'il est après examen, est capable de se servir d'un fauteuil roulant électrique. Non, ça, il faut qu'un rhumatologue donne son avis après la visite au premier médecin pour juger lui-même, en homme de l'art, en homme qui connaît son affaire, pour juger de l'aptitude du patient à appuyer sur le bouton du fauteuil pour aller à droite ou à gauche. Et cette visite chez le rhumatologue, pour s'entendre dire « appuyez là, est-ce que ça vous fait mal ?», non seulement a lieu à 40 km, mais ces kilomètres s'effectuent en ambulance aller-retour, évidemment, le tout payé par la Sécu, alors que la fille du patient se proposait de le conduire dans sa Renault Clio. Mais vous n'y pensez pas, la Sécu et les mutuelles sont là pour ça. De même qu'apparemment, le fait de dire à un généraliste d'éviter de poser la question « est-ce que ça vous fait mal ?», a pour but de ménager le travail et les honoraires d'un autre médecin, un spécialiste rhumatologue, donc, qui donne, au passage, ses rendez-vous avec un mois de délai. Alors on s'interrogeait évidemment sur les raisons d'une telle gabegie, parce que ménager le travail des rhumatologues, ça paraît un peu mince. Alors l'idée ne serait-elle pas, par hasard, que l'on soupçonne les médecins d'avoir des complaisances dans leur prescription pour du matériel électrique assez cher et remboursé ? C'est possible, mais au moins qu'on le dise, proteste mon ami Alain. À la Sécu, en ce moment, prétend-il, l'attitude la plus fréquente, c'est de ne dire ni oui ni non, de traîner les pieds dès qu'on peut. Par exemple, ajoute-t-il au bout d'un moment, j'ai fini par faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai les deux certificats des deux médecins, j'ai envoyé ce qu'on appelle l'entente préalable, mais à la Sécu, on tombe toujours sur une fille différente qui dit qu'il manque des informations et on ne sait jamais lesquelles. Le patient n'est donc pas livré, je ne vends pas mon matériel électrique et nous dépendons tous les deux du bon ou du mauvais vouloir de ces gens-là. Là, je me permets, moi, de commenter cette dernière phrase qui me paraît en effet symptomatique de ce qui nous arrive. Il devient extrêmement fréquent que les détenteurs d'une autorité quelconque dans l'administration fassent durer une procédure ou introduisent le doute dans un dossier parce que c'est le seul pouvoir qu'il leur reste et qui s'y accroche. Ça consiste à dire, puisque tout est codifié, prévu, puisque j'ai plus qu'un pouvoir d'enregistrement, eh bien, libre à moi d'enregistrer ou non. Et de dire que l'administré attendra, le fournisseur, le demandeur. Alors là, on pourrait tout de même rappeler à ces gens que la vie des autres est faite d'angoisse, d'attente, de frustration, que le devoir de chacun est de comprendre, de devancer, d'imaginer ce que les gens ressentent. Quand on traîne pour un papier, on peut être un criminel, on peut commettre le crime parfait. Ça peut mener à des licenciements, à des suicides, à des désespoirs sans commune mesure avec l'orgueil du petit chef de bureau bien encarté, bien syndiqué, qui dit « ils attendront ». C'est là qu'on est tout de même porté à regretter la société d'avant, qui était d'inspiration chrétienne, même chez les athées, c'est-à-dire très souvent tournée vers le soulagement des inquiétudes d'autrui, vers la générosité, vers l'aide directe, la bonne volonté. Tandis que le socialisme laïcard, militant, profiteur, non, vous avez mal entendu, j'ai pas dit franc-maçon, celui des années Hollande est devenu le règne de la mauvaise volonté haineuse. Tout le monde a pu l'observer, et si vous l'avez observé vous-même, dites-le moi une bonne fois, merci. On retrouve ce sujet sur Campagnole TVL et dans Boulevard Voltaire. Merci.